Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Nous allons parler d'un sujet essentiel, les perturbateurs endocriniens et leur impact sur la santé, en particulier chez les femmes. Ces substances chimiques sont présentes partout dans notre quotidien, mais que savons-nous réellement de leur effet ? Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui le docteur Melan Gallis, gynécologue que vous connaissez tous. Bonjour docteur. Bonjour Rebecca, enchantée de démarrer. Merci encore avec ce sujet. D'avoir accepté de participer à cette émission, parce que je rappelle quand même à nos auditeurs que Chantal est la doyenne des interviews santé de Rebecca. Voilà, c'est encore officiel pour cette année. C'est encore un titre de noblesse. Cette année 2025. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les perturbateurs endocriniens et quel est leur mécanisme d'action ? Oui. Alors, les perturbateurs endocriniens, c'est des substances chimiques ou des ensembles de substances qui agissent comme des hormones en leurrant l'organisme en se mettant sur les récepteurs des hormones. Pour petit rappel, une hormone naturelle est sécrétée par une glande endocrine, par exemple la thyroïde, et elle fait son effet sur des organes qui sont à distance du lieu de fabrication. Exemple, les hormones thyroïdiennes agissent sur le muscle, l'os, le cœur et le système nerveux, principalement chez les petits in utero. Donc, les perturbateurs endocriniens vont se comporter comme des fausses hormones, soit en se fixant sur les récepteurs et en bloquant l'action des hormones, soit en augmentant l'action, en faisant une action plus puissante que l'hormone naturelle, soit en perturbant le métabolisme de l'hormone en question et son élimination. Enfin, il y a différents moyens d'action. Toujours est-il que les effets sont hormonaux et touchent l'ensemble de l'organisme le plus souvent. Où les trouve-t-on principalement dans notre environnement quotidien ? Parce qu'ils sont partout, mais... Oui, partout. Alors, d'abord, il y a... détailler le partout. Oh là, il y a de quoi faire une longue liste de détails. Donc, en fait, au niveau déjà de base, les médicaments à base d'hormones, par définition, sont des perturbateurs endocriniens, mais ils sont utilisés dans un but de traitement. La pilule contraceptive, les traitements hormonaux de la ménopause sont des hormones. Donc, elles sont éliminées, ces médicaments, ils sont éliminés dans les urines. Ils se retrouvent donc dans l'eau. Et malheureusement, les stations d'épuration ne les épurent pas correctement. Donc, ça va se retrouver dans la nature. Mais, rassurons-nous, on peut quand même continuer à se soigner, à prendre une contraception hormonale. C'est à la marge. C'est vraiment mineur dans ce qui concerne les perturbateurs endocriniens. L'ensemble des perturbateurs endocriniens va se retrouver dans notre environnement du quotidien parce que, en somme, c'est les enfants de l'industrie pétrochimique et on les a synthétisés pour nous faciliter la vie et ou pour notre agrément. Par exemple, il y en a dans les tissus. On prend l'exemple de ce que nous avons sur nous. Bon, tout ce qui est en plastique, tout ce qui est tissu synthétique, tout ce qui est crème, tout ce qui est colorant pour les cheveux, tout ce qui est gel, tout ce qui est vernis à ongles. En fait, tout ça va traverser notre peau, ou alors nous allons le respirer, ou nous allons l'avaler. Par exemple, il y en a aussi dans les nappes qui ne se tachent pas, certaines nappes, les rideaux de douche, les retardateurs de flammes qu'on peut mettre dans les canapés, dans les ordinateurs, dans les consoles de jeux. Il y en a principalement aussi dans les engrais et les pesticides, d'où une des sources principales, c'est l'alimentation. Qu'est-ce qu'il y a ? La liste est tellement longue que je suis sûre que je vais en rater. Il y a dans l'encre, dans la peinture, dans tout ce qui est ameublement, tout ce qui est décoration, les encens, les bougies, les parfums d'ambiance, les lessives, les produits d'entretien. Par exemple, dans les poêles anti-adhésives qui étaient en téflon, elles ont été interdites. Mais je suis sûre que dans plein de maisons, on trouve encore ces vieilles poêles bien pratiques. Mais le téflon, c'est vraiment un perturbateur endocrinien. Et lui, il a été interdit. Certains ne sont pas encore interdits. Ça devrait. Le glyphosate, par exemple, tantôt il est interdit, tantôt il est autorisé. On le prolonge un peu, mais on va l'arrêter, puis on le reprolonge. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'intérêts industriels dans tout ça. C'est ça le problème, un des problèmes. Et donc, pourquoi sont-ils particulièrement préoccupants pour la santé des femmes ? Quels sont les principaux risques pour la santé des femmes ?
Alors, je sais pas pourquoi j'ai décidé d'axer la santé des femmes. On va élargir, c'est pas grave. On va élargir, mais c'est pas grave, on va élargir. Donc, les problèmes qu'on rencontre, c'est principalement des problèmes de fertilité, donc d'infertilité, et des problèmes de cancer. Bon. Pourquoi ça va toucher la fertilité, mais aussi bien des hommes que des femmes? Parce que ça va prendre, pour la plupart, les perturbateurs endocriniens sont de la même famille que les hormones œstrogènes, androgènes, et parfois thyroïdiennes ou surrénaliennes, mais le plus souvent, c'est œstrogènes et androgènes, c'est-à-dire les hormones sexuelles. Donc, ça va interférer avec la puberté, ça va interférer avec la fabrication des spermatozoïdes, ils peuvent interférer avec in utero la genèse du système génital, aussi bien féminin que masculin. Donc en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas comme un poison, c'est-à-dire que c'est pas tout ou rien. Soit la substance extérieure ne me fait rien, soit elle me rend très malade. C'est beaucoup plus subtil que ça. Ça agit à dose très faible. Et ça a un effet cumulatif sur le temps, parce que les doses sont faibles, mais elles sont chroniques. Ça a un effet cumulatif, et ça a aussi un effet transgénérationnel. C'est-à-dire que si une femme prend des perturbateurs endocriniens, et qu'elle est affectée, ça va aussi se transmettre in utero. Et l'enfant, l'adulte, sera affecté. Et ça peut aller, il y a l'exemple du Distilbène, qui est très connu des gynécologues, qui lui se transmet, pour l'instant on en est à la 3e génération où on sait qu'il y a des effets. Et quels effets? Stérilité, et malformation utérine, et malformation génitale pour certains garçons, petits garçons. Et dans la vie, il y a... Ça impacte du coup les gènes. C'est plus compliqué que ça. Ça peut impacter surtout l'épigénétique. Enfin, on ne connaît pas tous les détails de la façon dont ça agit, mais ça peut agir de différentes manières. Dans le cas du Distilbène, c'est entre guillemets assez pur comme exposition, donc il y a tout un tas de publications et il y a des actions, une association qui essaie d'informer et puis de faire dédommager aussi les gens qui sont impactés. Mais sinon, il y a aussi parfois, ce qui rend les études difficiles, l'association de plusieurs perturbateurs endocriniens a un effet dit cocktail, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit 2 effets additionnés, les effets se potentialisent. Au lieu que ce soit une simple addition, ça peut être une multiplication. Donc, difficulté aussi pour déterminer quelle va être la dose seuil à partir de laquelle on parle d'un effet potentiellement pathologisant. C'est-à-dire que, par exemple, un perturbateur endocrinien tout seul, on peut dire qu'à 0,1 mg par kilo, il est dangereux, mais associé à un autre X, ça sera 0,01. Associé à un autre Y, ça sera 0,001. Donc, on ne peut pas établir de seuil. Et en plus, en général, on est exposé à tous à la fois. Donc, c'est pour ça aussi que les études sont difficiles. Bon, on fait des études sur l'animal parce qu'on cible ce qu'on veut étudier. Mais chez un humain, c'est très difficile. Vu nos habitudes de vie, bien sûr, tous, et qui sont différentes. Donc, la stérilité... et des anomalies qui sont survenues au moment de la puberté, particulièrement chez les petits garçons, et aussi potentiellement cancérogènes au niveau du sein, de l'utérus, de la vessie, de la prostate et des testicules. Et on ne peut pas exclure complètement qu'il y ait une responsabilité de certains perturbateurs endocriniens dans la genèse de l'endométriose. Parce que, certes, on la diagnostique mieux, mais le bon diagnostic n'est pas la seule raison d'en voir autant en aussi grand nombre. D'autant plus que maintenant, on commence à avoir des cas chez les jeunes filles qui viennent juste d'avoir leurs règles. Donc ça met en question la théorie qu'on avait, qui était qu'au bout d'un certain temps de règles, l'endométriose se manifestait. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui sont encore inconnues et à creuser. Ou bien on essaye de les enlever de notre environnement et on trouvera moins de problèmes de santé. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Je comprends. C'est très compliqué. Et c'est vraiment en plus parce qu'il y a un effet cumulatif. Oui. On est immergé. Ouais. Oui, là, rien qu'ici. Bon, passons. Alors, quels gestes simples pouvons-nous adopter pour limiter notre exposition à ces substances, du coup, parce que vu qu'on est immergé, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour sortir un peu la tête de l'eau ? Il y a des actions qu'on peut faire individuellement. Et après, je développerai un tout petit peu que collectivement, c'est important. Quels produits
quel produit faut-il privilégier ou éviter? Comme ça, on mélange les deux questions et je vous laisse, ça vous laisse le champ libre pour développer. Alors, une première chose à faire, c'est ouvrir les fenêtres, aérer. Parce qu'en fait, dans l'environnement de l'intérieur d'une maison, il y a beaucoup plus de perturbateurs endocriniens qu'à l'extérieur. Bon, après, évidemment, quand il y a une alerte à l'ozone, on aère moins. Voilà, on n'aère pas. Mais en général, c'est aérer. Après, je reviendrai sur la chambre du bébé. Si j'oublie, il faut me le rappeler, surtout. Donc, aérer. Pour l'alimentation, essayez de cuisiner maison parce qu'on va mieux contrôler il n'y aura pas d'additifs. On va mieux contrôler les matières premières. Il n'est pas question, bien sûr, de faire des recettes gastronomiques à tout prix, mais des choses très simples, mais dont on aura contrôlé les ingrédients. Si c'est possible financièrement, parce que ça aussi, ça se discute financièrement, manger bio ou bien agriculture raisonnée, où les agriculteurs s'engagent à utiliser moins de pesticides. Entre parenthèses, les agriculteurs, c'est la profession la plus exposée aux perturbateurs endocriniens. Les travailleurs de l'industrie chimique, par exemple, moins parce qu'ils ont des protections, il y a des normes, ils ont une médecine du travail. Les agriculteurs, c'est les plus exposés, mais on est tous concernés. Donc, une fois qu'on a aéré, une fois qu'on mange... Aéré combien de temps? À peu près 10 minutes? Oh, bien, le plus souvent possible. Mais déjà, le matin, quand on se lève, aérer le temps de préparer le petit déjeuner. Voilà. Et puis le soir, quand on arrive, aérer aussi, puisque la maison est restée fermée tout le temps, en général. Donc, pour l'alimentation, attention aux contenants dans lesquels on met nos aliments. Pas de plastique. J'ai oublié de signaler les plastiques. Tous les plastiques, même les plastiques dits alimentaires. Même les Tupperware? Oui. Il faut éviter, il faut mieux mettre dans des contenants en verre. Tous les bocaux de confiture, on les récupère et on s'en sert pour stocker nos aliments. Et surtout, si on veut continuer les Tupperware, il faut surtout pas mettre des liquides chauds dedans, parce que ça va faire des réactions chimiques. Pas de contenants plastiques au micro-ondes, même ceux qui sont réputés passer au micro-ondes. D'abord, le micro-ondes, c'est très facultatif, ça peut se discuter encore une autre fois, ça. Mais en tout cas, pour la cuisine, utilisez plutôt des poêles en céramique, en respectant bien le mode d'entretien, des poêles en inox, des poêles en fonte, de manière à avoir des matériaux qui ne vont pas faire des combinaisons avec ce qu'on mange. Quoi d'autre encore dans l'alimentation? Pour l'eau, bien sûr, évitez l'eau en bouteille. Si on va en balade, c'est plus lourd, mais prendre une gourde en métal ou en verre. Ça va être plus lourd, c'est sûr. Voilà. Ou alors, il faut emballer nos petits sandwichs dans des bivraps, comme font certaines personnes, du tissu enduit de cire d'abeille. C'est propre. Et le papier alu, du coup, c'est pas bon. Le papier alu, c'est-à-dire, ça, c'est d'autres histoires. Il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, à ma connaissance. Mais il y a d'autres histoires concernant le papier alu, puis écologiquement parlant. Non, c'est pas top. Si on peut éviter, c'est mieux. Pareil que les petits sachets plastiques, c'est pas top non plus. Enfin bref, c'est très compliqué. Chambre de bébé. Alors, je vérifie. Oui, il y a une base quand même, avec la cuisine encore, c'est laver et éplucher soigneusement les légumes et les fruits. Surtout si c'est pas bio, bien éplucher, pas juste faire une toute petite épluchure, et faire une épluchure assez conséquente. Parce qu'il est évident que si les pesticides passaient pas à travers la peau des légumes, les légumes, ils seraient mangés par les insectes. À la première pluie, ça serait terminé. Donc, et pour les habits aussi, tout ce qui est textile. Alors, les habits. Laver direct les nouveaux habits. Voilà, les habits, il faut laver directement. Les nôtres et ceux des bébés, des enfants, tout le monde doit, avant un premier port, je dirais, laver les vêtements, le linge de maison et le linge de lit, le linge de table, le linge de toilette, en fait, tout le linge qui nous sert et qui est en contact avec notre corps. Avec quelle lessive, on va dire. Pardon. Oui, parce que du coup, il y a des personnes. Voilà. Donc là, vous aurez téléchargé des applications qui s'appellent par exemple Yuka ou Quel produit. Et grâce à ces applications, Yuka est gratuite et Quel produit, je crois aussi. Grâce à ces applications, on peut scanner les produits dans le rayon et prendre ce qui est le moins nocif. Voilà. Et aérer aussi les vêtements. Donc, il y a aussi une solution, c'est de prendre des vêtements de seconde main, si ça nous va, et essayer d'éviter d'acheter tout ce qui est production asiatique, que ce soit vêtements, meubles, accessoires, enfin tout. Ustensiles de cuisine aussi.
Voilà. Pour la maison du bébé. Alors, pour la chambre du bébé, il faut s'y prendre à l'avance. Il ne faut pas faire la chambre dans la semaine qui précède. Parce qu'en général, on va vouloir repeindre, etc. Donc, il faut prendre des peintures qui ont été testées. Il faut éviter le lino. Il faut éviter les moquettes synthétiques. Ensuite, il faut prendre des meubles plutôt en bois. Si c'est possible, pareillement des meubles d'occasion. Pas de plaqué mélaminé. Adieu Ikea. Ça, c'est vrai, hein. C'est important. Pas d'Ikea. Non. Ou alors bois massif et l'acheter à l'avance, le monter à l'avance et aérer. Cette émission aérer. Je ne suis pas bien. Mais non. Et les accessoires de périculture, de préférence, il faut se les faire prêter ou les acheter, avoir de la seconde main si c'est possible. Sinon, pareil, aérer. Voilà, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours des amis qui peuvent nous prêter du matériel en bon état. C'est aussi le problème du bon état. Voilà. Donc, il y a quand même des sources, comme je disais, Yuka, ou quel produit. Et il y a aussi un site de l'association Santé Environnement France, qui est française, qui est même provençale, qui a un site très intéressant sur lequel on peut télécharger des petits guides très pratiques, gratuitement, et regarder ce qu'on peut faire pour éviter au maximum de s'exposer. Mais il est évident que c'est pas simple, c'est un vrai casse-tête, hein. Ah oui. Mais donc, du coup, quel conseil pouvez-vous donner à nos auditrices et auditeurs ? Eh ben, on vous écoute là. Premièrement, déstresser. Ah ouais, parce que de toute façon, chacun va essayer de faire de son mieux avec tout ce que j'ai expliqué et avec quelques outils. Mais il est évident que la solution viendra d'une action collective, hein. Chacun va essayer de purger son environnement quotidien de tous ces produits. Mais vu que c'est l'industrie qui les met à notre disposition, c'est à l'industrie de se repentir et d'évoluer. Mais d'ailleurs, donc, pardon, je vous coupe. Il faut faire des actions. Mais en fait. Quel produit ménager on va utiliser du coup ? Parce que même pareil. Alors, il y a des sites sur lesquels on trouve la façon de fabriquer son propre, sa propre lessive, etc. Mais ça, je comprends que c'est un travail à plein temps, sinon. Voilà, c'est ça. C'est un vrai travail à plein temps et tout le monde n'a pas le temps. Mais premièrement, c'est un problème de santé publique et deuxièmement, il y a des inégalités entre les gens, c'est évident. Toutes les classes sociales n'ont pas accès à l'information. Non. Toutes les classes sociales n'ont pas les moyens de s'acheter les produits qui sont de bonne qualité ou la nourriture bio. Et pareillement, tout le monde n'a pas le temps de fabriquer sa lessive ou ses produits d'entretien. Donc, les produits d'entretien, vous allez dans le rayon avec votre téléphone qui est plein de perturbateurs endocriniens. Et puis, vous scannez. Voilà. Avec Yuka, par exemple. Et moi, c'est fiable, hein. Et quand le produit n'est pas connu, on peut participer en photographiant avec le smartphone la composition. Et ensuite, c'est étudié et on nous retourne. Le produit a une note sur 100 en général et on nous dit ce qu'il y a dedans. S'il y a des perturbateurs endocriniens, s'il y a des produits directement toxiques, sur quoi ça joue, etc. Donc c'est vraiment utile ces choses-là. J'ai pas d'action dedans, mais c'est très utile. J'allais vous demander. Non, mais donc il y a des actions qu'on peut faire individuellement. Et puis idéalement, ça serait une action collective, parce que maintenant tout le monde en haut lieu, tous les gouvernements sont au courant. Et ils essaient tous de faire des lois pour nous protéger. Il faut leur reconnaître ça. Tous les gouvernements, et au niveau européen, tous les gouvernements, tous les pays, essaient de nous protéger. Sauf qu'il y a de puissants lobbies de l'industrie agroalimentaire et de l'industrie pétrochimique qui bloquent, qui essayent d'intoxiquer nos gouvernants en leur montrant des études qui disent que mais non, ça c'est des délires d'écologistes. Et les études faites par les industriels, bien entendu, sont faites chez les industriels par un labo qui est à eux, ou alors sont payées par les industriels. Donc quelqu'un qui est payé, soit on ne publie pas ses résultats, soit il démissionne, soit il les arrange puisqu'il est payé. Oui, bon, donc c'est un problème, hein. Donc malgré tout ça, les mesures législatives, elles sont souvent reportées.
comme je disais, le glyphosate. En France, il est interdit de vendre des produits pour les particuliers. Nous ne pouvons pas mettre du glyphosate dans nos jardins pour désherber. Mais les agriculteurs continuent à pouvoir l'utiliser. Et il me semble maintenant que ça a été repoussé jusqu'en 2029, l'arrêt complet. D'accord. Et c'est vrai qu'il faut trouver des substances de substitution. Et c'est vrai qu'il faut aussi que ces substances aient été testées pour être sans danger. Pas innocente, j'allais dire innocente, mais c'est pas ça, sans danger. Donc en fait, il y a vraiment une action individuelle, chacun chez nous, mais ça suffira pas. Il faut essayer de voir s'il est possible de faire des actions collectives. Donc il y a des associations qui ne sont pas que sur les perturbateurs endocriniens. Par exemple, il y en a une qui s'appelle Food Watch, qui essaye de nous faire avoir une alimentation saine, à portée de tous. Et donc il est possible de s'informer sur le site, et puis si on veut, de s'engager. Ça, c'est chacun selon ses valeurs. Voilà. Merci beaucoup, Dr Melongalis. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter très rapide? Très rapidement. Profitez quand même de la vie. Merci, Chantal. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram, ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebecca@radiojm.fr. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.